Salam alaikum Azul, bonsoir. D'abord, il y a ce désormais fameux et crucial discours dont on nous a dit qu'il a été rédigé par le président Bouteflika himself. On en a parlé hier et nous avons principalement relevé que s'il y a une continuité quelque part, c'est celle de cette farce tragique, de ce vaudeville qu'on nous joue sans désemparer et qui tente de nous enfoncer dans le mou, que malgré ce que nous voyons tous les jours de nos propres yeux, de cet état lamentable d'un président qui n'est là que pour servir de façade à ceux qui règnent en ses noms et lieux, la propagande, on ne peut plus primaire du régime, n'a plus d'autre choix que de nous servir encore et encore, jusqu'à la nausée, l'exorbitante et hallucinante démonstration que c'est bien le grand invalide qui dirige le pays, qui décide de tout, qui est même devenu une sorte d'impeccable et incontournable prophète, après avoir été le lion de la savane qui regarde à 360 degrés, qui donne des coups de patte, et qui rugit, qui fait fuir les lièvres, et qui ne peut avoir que raison, donc, et dont toutes les décisions sont quasiment indiscutables. Alors, première question. Pourquoi, à 3 mois et demi du début de la campagne électorale, le régime n'a pas encore désigné le futur président? Je dis désigné parce que nous savons tous que celui qui le sera élu par les Algériens, élu entre guillemets bien sûr, vous l'aurez compris. Puisque nous savons tous cette triste réalité qu'en Algérie, les présidents ne sont pas élus mais désignés. N'en déplaise à tout cela naïf ou qui usent de notre naïveté et qui nous affirment que rien n'est joué et que si les Algériens s'unissaient, ils pourraient déjouer les plans du régime. Ce serait, je crois, insulter l'intelligence des gens, puisqu'en l'état des choses, face à une redoutable machine à frauder et à l'absence de toute force politique libre qui pourrait rallier autour d'elle la résistance du peuple, il n'y a pas une chance sur 1 million qu'un autre candidat que celui du régime puisse l'emporter. Bien. Posons-nous alors la question de savoir pourquoi ce régime veut-il absolument reconduire à un 5e mandat un homme qui ne sait même plus comment il s'appelle et dont personne n'ignore qu'il n'est que le faire-valoir de ceux qui ont mis le grappin sur le pays tout entier. Pourquoi ne désigne-t-il pas quelqu'un d'autre qui puisse être présentable, qui puisse parler à son peuple, lui mentir, le mener en bateau et dans le même temps être aux ordres de ceux qui l'ont choisi? Pourquoi s'obstiner à ne se fixer que sur un homme malade, dont l'État ne trompe plus personne et qui a définitivement compromis l'image du régime partout dans le monde? Pourquoi? À plus forte raison que ce régime peut désigner qui il veut. Et ce ne sont pas les candidats à la soumission qui manquent. Bien au contraire, il y a même un embarras du choix entre nervis inconditionnels qui ne demanderaient pas mieux que de se mettre au service de leur maître. Je ne sais pas ce qu'est votre propre avis, mais pour ce qui me concerne, je crois que c'est tout simplement parce que le vrai maître du pays, monsieur frère, Saïd Bouteflika pour ne pas le nommer, ne peut garder le pouvoir que si son frère reste le président en titre. Il ne fait confiance, Saïd, à personne, si ce n'est un peu à Chakib Khalil, mais qui ne passe pas, décidément, pour des raisons que nous ignorons. Je crois que c'est là le nœud gordien de toute la problématique. Et Saïd Bouteflika, tous ses alliés, toutes ses clientèles,
tous ceux qui le protègent contre rémunération, et quelle rémunération, savent très bien que pour eux tous, c'est une question de survie. Ils savent que s'ils ne gardent pas le pouvoir, ils iront au-devant de graves conséquences. Ils savent que devant la situation économique désespérée que va vivre le pays à très court terme, ils seront jetés en pâture à l'opinion publique, que leurs nombreuses turpitudes seront dévoilées et qu'ils serviront de boucs émissaires pour faire diversion. C'est comme ça, c'est les règles du jeu. Mais pas seulement, ils savent aussi, le clan Boutef, que ceux à qui ils ont fait du mal et qui se comptent par milliers et qui sont très puissants ne vont pas les lâcher quand ils seront à terre. C'est donc pour eux une question de vie ou de mort quasiment. Et je crois qu'ils ne reculeront devant rien pour se mettre à l'abri. Venons-en à présent à ce discours où il a été affirmé quasi sans ambiguïté que l'option du 5e mandat va être mise sur les rails. Rappelons encore une fois que nous ne sommes plus qu'à 3 mois et demi de l'ouverture de la campagne électorale. Mais tournons nos regards vers ceux à qui était destiné le discours. Qui est cet auditoire convoqué pour la circonstance? Qui était présent ès-qualité à cette rencontre, baptisée Réunion Gouvernement Wali? Les Walis, bien sûr. Tous les Walis. Mais pas seulement. Il y avait aussi les ministres, les représentants des assemblées élues nationales locales, quelques généraux, et ceux que l'appellation officielle qualifie de cadres de service de l'État. Mais pas seulement. Il y avait aussi Nasser, le frère de Saïd, le frère de Bouteflika Abdelaziz. Il y avait aussi, on se demande bien pourquoi, Ali Haddad, qui était à côté de Nasser Bouteflika quand il déambulait sur le tapis rouge. Et qui sont ces gens en termes d'opérations électorales? Les walis, les cadres de l'État, des services de l'État, et ces gens-là qui étaient là, les techniciens des ministères de l'Intérieur, les technocrates. Eh bien, ce sont tous les relais importants de l'opération électorale. Les rouages éprouvés et comment et combien de la machine à frauder. Et qui sont ces gens? En fait, des technocrates formés à très bonne école. Vous aurez mis vous-même les guillemets. Rompus à l'art de conduire les différentes étapes électorales, de leur début jusqu'à leur résultat proclamé, toujours dans le sens de l'injonction. Des gens parfaitement et inconditionnellement soumis au régime, sans état d'âme, le doigt sur la couture du pantalon. Et pour cause, il est quasiment impossible pour quiconque de pouvoir assumer ces charges-là, cette sale besogne, s'il n'a pas fait une totale allégeance au maître de l'heure. Ils ne sont pas fidèles à la République, comme ils nous le répètent à l'envi, mais à ceux qui squattent la République. Et ils sont les puissants outils du régime, dotés de tous les moyens imaginables, qui sont directement en contact avec les populations, comme ils disent. Les Algériens disent souvent d'eux-mêmes qu'ils sont anesthésiés, qu'ils ne réagissent jamais à l'oppression dont ils sont victimes. Mais ils oublient que c'est parce qu'ils sont cernés jusqu'à leur proximité directe par ces grands commis de l'État, comme ils disent, mais aussi par leurs innombrables exécutants qui sont partout. C'est de ces agents du régime que nous allons parler aujourd'hui. Tenter de montrer combien ils sont utiles à ce régime et combien ils sont autant de relais entre le régime et le peuple, non pas pour le servir, mais pour le conditionner, pour le surveiller, pour voler ses voix, sa volonté, sa légitimité, sa souveraineté sur son propre pays. Mais ils ne sont pas seuls. Autour d'eux, les partis politiques, les associations de masse, une certaine presse, sont comptés tous les lécheurs de vaisselle si prompts à servir le maître. Aujourd'hui,
L'expression « il avertit les prédateurs et les conspirateurs contre l'Algérie, la sommation du président » par Saïd Boussetta. TSA, discours de Bouteflika, des résistants externes et internes au 5e mandat par Merlouf Meni. El Watan, présidentielle 2019. Bouteflika affiche son intention de briguer un 5e mandat par Farouk Djouhadi. Algérie, le clan actionne sa machine. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi par Skype depuis Alger Soufiane Gilali, président de Gil Jadid, Karim Tabou, président de l'UDS depuis Alger aussi, Abdelwahab Zaatri, enseignant à l'université de Constantine, qui sera avec nous en Skype. Je vais commencer par lui. Abdelwahab Zaatri, merci d'être des nôtres. Merci à vous, Jamal. Alors, Abdelwahab Zaatri, ce discours, on en a parlé hier, mais aujourd'hui, on va essayer de tourner la caméra depuis celui qui parlait au nom de Bouteflika vers l'auditoire qui l'écoutait. Qui sont ces gens, Abdelwahab Zaatri? Oui, c'est le bouclier de protection du système. Le système a depuis sa naissance, soit aux environs des années 60. Donc, il voulait le pouvoir, il le voulait exclusivement pour lui. Et non pas dans l'intérêt du pays. Il ne concevait pas le développement du pays. On était colonisé et il n'avait pas l'expérience du développement. Il pensait que c'était facile quand les Algériens à l'intérieur de ce pays souffraient et mouraient et étaient en prison, subissaient toutes les misères du colonialisme. Eux, ils s'organisaient à l'extérieur pour finalement remplacer le pouvoir français, donc le colonialisme. C'était leur conception à l'origine. Ils n'avaient pas l'intention, ils ne savaient pas construire un pays. C'était un groupe de types il y avait le zaïmisme de l'époque, il y avait un tas de choses, et ils sont rentrés et ils ont pris le pouvoir par la force, et depuis, ils ont constitué des boucliers de protection, des interfaces, et ils ont bien réussi à perfectionner le système de protection, ce qui leur a permis de durer jusqu'à maintenant. Jamel, la présentation que vous avez faite, je ne peux que souscrire avec. Vous avez décrit, globalement, vous avez décrit la nature du système et son fonctionnement, ainsi que les difficultés que les frères de l'actuel président, là où ils se sont mis, dans quel pétrin ils se sont eux-mêmes mis, sans que quelqu'un les force. Donc, le problème, il ne date pas d'aujourd'hui. Le système de protection, il a été construit dans les années 72. Youssef El-Khatib, Si Hassan, qui était le chef de la région 4, je crois, il témoignait en disant que lorsque ces gens-là de l'extérieur se préparaient pour venir entrer en Algérie en vainqueur et usurper le pouvoir, il était allé négocier avec eux pour leur dire: vous allez créer des troubles à ce pays, vous allez démolir ce pays, vous allez nous emmener vers la guerre civile. Il disait lui-même que Ben Bella et Haïdar, quand il est allé jusqu'au Maroc, il leur a dit: calmez-vous, calmez, ne fonctionnez pas comme ça. Alors Ben Bella et Haïdar lui ont dit: nous aurons le pouvoir, nous prendrons le pouvoir, quitte à continuer la guerre contre nos frères, et advienne que pourra. C'est cette mentalité-là qui a réagi le pouvoir en Algérie jusqu'à ce jour. Mais Abdelwahab, j'espère que nous n'avons pas perdu Abdelwahab Zaatri. Alors, nous allons passer, en attendant de pouvoir retrouver Abdelwahab Zaatri, nous allons vous passer une courte vidéo où vous allez voir, deux vidéos, l'une après l'autre. Vous allez voir Nasser Bouteflika, l'autre frère d'Abdelaziz Bouteflika, assister à la réunion, se demande bien pourquoi. Et puis, vous allez voir comment il va être reçu sur le tapis rouge. Et à ses côtés, vous allez voir Ali Haddad. Et à côté de lui, vous allez voir un général en exercice, mais en civil. Vous allez le reconnaître, il est chauve, tout chauve, encore plus chauve que moi. Nous allons voir ces images et je reviens à Abdelwahab Zaatri.
Alors, on lui fait des boussades. Oui. Il est reçu comme un grand seigneur. Voilà. Ouda Pharaon à côté. Lui, tout sourire. Ah, peut-être qu'il est présidentiable, lui aussi, c'est en jamais. Hein. Alors, voilà, M. Yahya qui arrive, il était à TBC, il n'a pas assisté à la première journée, mais là, il vient, il fait acte de présence pour démentir certaines rumeurs, certainement. Puis nous allons voir juste après... Et là, nous allons voir le même, Nasser Bouteflika, avec Ali Haddad à côté de lui et un général. Vous allez voir. Bon, j'ai oublié le nom du général, mais vous allez... Les images ne sont pas encore prêtes, peut-être. Je reviens à... Allez. Voilà. Nasser Bouteflika, à côté de lui, Ali Haddad, l'image est passée, mais nous allons le revoir. Ah là, Ali Haddad, on le voit là. Voilà. Ali Haddad, à côté du grand seigneur. Ah là, le général là, que vous voyez à côté de Nasser. Voilà. Ah. Sofiane Gilali est avec nous. Merci, Sofiane Gilali, d'être des nôtres. Je vous en prie, bonsoir. Bonsoir. Alors, Sofiane Gilali, d'abord, votre réaction au discours qu'on a prêté au président de la République. Écoutez, il y a tellement à dire, mais ce qui est évident, c'est ce que vous venez d'affirmer. C'est un discours qui est prêté au président de la République. Tout le monde sait que Abdelaziz Bouteflika n'est pas en mesure ni d'écrire, ni de parler, ni de réfléchir. Il est complètement en dehors maintenant de la décision, c'est clair. Maintenant, qui a fait ça en son nom? Très probablement les plus proches, peut-être des membres de sa famille. Je n'ai pas exactement l'information, donc je ne pointe personne, mais il est évident que ça s'est fait dans le sérail. Et ça reflète un peu l'état d'esprit maintenant de ceux qui sont les plus proches. Autrement dit, une forme de colère, une forme de, de rébellion entre guillemets par rapport à ce qui se passe probablement parce que tellement de mots offensifs, tellement de mots négatifs, tellement de mots pour se plaindre, c'est que... C'est le discours le plus virulent. C'est le discours le plus virulent qu'on ait écouté dans ce pays venant d'un président de la République. Mais sinon, Sofiane Gilali, autour de lui, donc autour de cet otage, de ces messieurs qui dirigent en son nom, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de ministres, de technocrates, de généraux, de commis de l'État et de grands serviteurs de l'État, comme ils disent, eux, autour de lui, mais pas seulement. Si nous tournons la caméra, que nous n'écoutons plus le secrétaire général, mais ceux à qui il s'adresse, l'auditoire, composé de walis, de ministres, de militaires, de hauts cadres des ministères. C'est une véritable machine électorale qui était en face, qui a écouté cette annonce et cette amorce de l'intention de briguer un 5e mandat. Et l'angle d'attaque de l'émission d'aujourd'hui se trouve là. Pourquoi tous ces gens se rendent-ils complices d'une telle forfaiture? Tout le monde sait que ce n'est pas Bouteflika qui est aux commandes. Tout le monde sait qu'il y a des gens qui l'ont pris en otage. Et tous ces gens-là procèdent d'une vaste forfaiture. Ils trompent les Algériens. Ils s'apprêtent à frauder encore une fois des élections, à conditionner les gens, à les surveiller, à les contraindre. Comment expliquez-vous cet état d'esprit? C'est tous ces gens qui sont en fait des élites, qui ont été formés à très bonne école, à l'ENA, qui ont des diplômes post-universitaires. Comment expliquez-vous ça, Sofiane Gilali? Je pense qu'il ne faut pas aller très loin. Cette élite a été sélectionnée, enfin élite entre guillemets, a été sélectionnée par 20 ans de bouteflikisme. C'est la clientèle, celle qui profite du régime, celle qui a prêté allégeance. Tout le monde sait comme
le système de sélection darwinien, ça dépend qu'est-ce que vous imposez comme règle ou comme critère. Et les critères, entre guillemets, c'était docile, redevable et servile. À partir du moment où ils ont constitué cette équipe-là, ce sont des fonctionnaires de toute façon. Ils sont payés directement par le Trésor en tant que salariés, mais aussi ils sont payés indirectement par les faramineux avantages qu'ils peuvent avoir, puisqu'ils ont la mise sur les affaires du pays, sur le foncier, sur les entreprises, sur les banques et sur tout le reste. Donc ce ne sont même pas des partis politiques, ce ne sont pas des partisans, c'est l'administration de l'État algérien qui a été sélectionnée pour servir non seulement un homme, mais une clique qui est au pouvoir et qui se sert elle aussi au passage. Donc nulle part il n'y a des hommes d'État, il n'y a pas des fonctionnaires au sens noble du terme, il n'y a pas des administrateurs, mais il y a simplement des membres d'une tribu qui se partagent le butin. L'Algérie n'est qu'un butin de guerre. Ils en font à leur tête comme cela leur convient. De temps à autre, il y a des chamailleries entre eux, des petites jalousies, des règlements de compte. Ça peut aller parfois plus loin. Mais en gros, ce qu'on a devant nous, c'est ça le régime de Bouteflika. Mais Soufiane Gilali, oui. J'entends bien ce que vous dites. Dans tous les pays du monde, généralement, l'administration sert le maître. Comme on dit, les chats ne sont pas fidèles au maître, mais à la maison. Mais le problème, c'est qu'en l'occurrence, chez nous, ces gens-là sont doublement coupables parce que d'un côté, ils sont en train d'aider à détruire leur pays. Il ne fait aucun doute qu'ils sont en train de participer au ravage, au saccage d'un pays tout entier, voire même de son avenir. Et de l'autre côté, ils sont coupables parce que c'est des gens qui sont issus du peuple, dans leur immense majorité. Comment peuvent-ils être aussi aveuglés par des petits privilèges, par de petites carrières ? Alors là, vous posez des problèmes de fond. Il aurait fallu avoir du temps pour les développer. Je le ferai avec très grand plaisir, mais je ne sais pas si c'est vraiment aujourd'hui le lieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que contrairement aux autres pays où même vous avez des administrations qui se mettent plus ou moins au service du maître du moment, ici nous avons affaire à une tribu ou à une clientèle très très largement corrompue et donc elle est tenue en laisse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure docile, redevable et servile. Elle est servile parce qu'elle a mangé dans la main du maître. Ils savent très bien qu'ils ont été très au-delà de ce que la morale peut permettre. Et à ce moment-là, ils sont tous liés, ils sont tous ensemble. Si le régime devait changer, ils savent très bien que ne restera plus personne d'entre eux, ni ministre, ni wali, ni administrateur, ni secrétaire général de ministère. Ça, ils le savent très bien. Et donc, ils défendent leur précaré, tout simplement. Et ça, c'est un phénomène que vous pouvez voir dans tous les pays du monde. Voyez d'autres pays, je ne veux pas citer, mais ils sont prêts à saucissonner leurs journalistes, ils sont prêts à gazer leur peuple, ils sont prêts à liquider par centaines de milliers. Vous savez, le sentiment de patriotisme, le sentiment moral qu'on a, l'attachement par rapport à son pays, ça c'est réservé aux honnêtes gens. Mais quand vous faites partie d'une mafiocratie, ce type de sentiment n'existe plus. Et je vous rappelle, en 2012 déjà, je l'ai dit à la télévision, c'est peut-être parmi les choses qui font qu'aujourd'hui je ne passe plus dans aucune télévision algérienne. J'avais donné l'exemple du roi du Maroc qui avait dit « Tant qu'il y a un seul fonctionnaire dans le Merzen qui ne soit pas corrompu, je ne peux pas dormir tranquillement la nuit. » Et M. Bouteflika a appliqué fidèlement ces leçons-là et il a corrompu totalement le corps de l'État algérien pour en faire ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, l'autre volet de votre question qui est tout aussi importante, pourquoi ces gens-là qui souvent sont originaires de milieux très modestes au départ, qui étaient même très pauvres, qui viennent de régions éloignées et qui du coup aujourd'hui se transforment ainsi. Et ça, il faudrait expliquer qu'est-ce que c'est la culture algérienne, qu'est-ce que c'est le fond de cette culture. Parce qu'à l'évidence, le régime algérien n'est pas venu de Mars, il est venu des entrailles de notre société. Et tant qu'on ne pose pas ce diagnostic, tant qu'on n'a pas le courage de dire que les éléments fondamentaux de notre culture poussent les Algériens à l'hypocrisie, au mensonge, à la transgression, au manque de respect, à tout cela,
eh ben, on ne pourra pas avancer. Il viendra le jour où il faudra qu'on dénude les fondements de cette culture-là, de cette culture entre guillemets traditionnelle qui malheureusement produit l'homme que vous voyez aujourd'hui qui est aux commandes dans le pays et qui se permet tous les excès. Soufiane Jilali, Abdelrazak Mokri, j'imagine que vous êtes déjà au courant, vient de déclarer qu'il demande au régime de renvoyer à une date ultérieure les élections présidentielles pour permettre éventuellement de discuter de l'affaire, de trouver des solutions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, M. Mokri Abdelrazak avait annoncé il y a quelques mois que le 5e mandat ne l'intéressait pas en tant que tel, mais ce qui l'intéressait, c'était l'aspect économique. Il voulait sauver le pays de la crise et donc il se proposait de participer à ce sauvetage. Puis, lorsqu'il y a eu les changements à la tête de l'institution militaire, il a dit qu'il était prêt à soutenir Gaïd Salah pour qu'il s'installe pour une transition. Puis maintenant, il nous dit qu'il ne veut plus du 5e mandat. Puis maintenant, il nous dit qu'il veut qu'il y ait un prolongement. Moi, si j'ai un petit conseil à donner à ces centaines de jeunes journalistes, c'est d'essayer de suivre les discours des personnalités politiques sur quelques années. Ils découvriront beaucoup de surprises. Voilà ce que je peux dire. Laissons le commentaire pour les personnes qui suivent la situation politique. Restez avec nous, Soufiane Jilali. Je reviens à vous dans un moment. Je reviens à Abdelwahab Zaatri. Nous n'arrivons pas à joindre Karim Tabou. J'espère que ça pourra être fait. Abdelwahab Zaatri, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bien sûr. Alors, Abdelwahab Zaatri, je vais vous montrer des images d'une manifestation qui a eu lieu cet après-midi à Alger, de parents et d'amis de Harraga qui ont péri en mer, Rabbi yarhamhum, pour dire que le régime a du souci à se faire, qu'on ne peut pas indéfiniment se moquer de tout un peuple et ne rien risquer. Regardons ensemble. Voilà, vous voyez ici un grand nombre de jeunes venus de quartiers populaires qui manifestent à Alger, la rue d'Idouche Mourad. Et voilà, ils crient des slogans, ils hurlent, ils portent des banderoles et plus loin, ils vont être arrêtés par la police. Mais voilà. Abdelwahab Zaatri, donc après les protestats dans des stades, les chants engagés des supporters, voilà que maintenant les jeunes des quartiers les plus défavorisés, ceux-là d'où viennent la majorité, d'où viennent les plus grands nombres de Harraga, sortent dans la rue pour réclamer justice pour ceux d'entre eux qui ont péri en mer. Oui, malheureusement, Jamal, un triste sort que celui de l'Algérie indépendante. Cette Algérie qui a été finalement prise en otage, comme vous l'aviez dit, par ce groupe de Oujda et qui, depuis 1962, n'a pas fini de presser le citron jusqu'à la démolir. C'est des choses... c'est ça, nous sommes au 5 octobre 1988, on n'a pas appris la leçon, ça va revenir, le système ne veut pas lâcher. Mais si on était une société réellement consciente, réellement unie, le premier Harrag, lorsque le premier Harrag aurait pris son bateau, avant qu'il ne meure en mer, on aurait dû déposer ce système politique. Ce système qui n'a aujourd'hui que pour mission de démolir le pays. Il a déjà démoli les fondations, il a démoli déjà la solidarité qu'il y a entre Algériens, qui a permis, malgré les morts et les souffrances, à nous libérer du colonialisme français. Et voilà un autre colonialisme qui va plus loin, qui va démembrer, qui va décomposer l'Algérie et qui n'entend pas changer. Nous sommes dans la situation, les frères Bouteflika Lioum, c'est comme les enfants de Kadhafi. Vous avez vu Nasser Bouteflika reçu sur tapis rouge en compagnie de Ali Haddad et d'un général en civil. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelwahab Zaatri?
Même Bouteflika, on ne doit pas le dédouaner. Il est malade. Mais quand il n'était pas malade, quand il a pris le pouvoir et quand il négociait pour la prise de pouvoir, il a tout fait pour faire en sorte d'être entouré par justement ce bouclier. Il a ramené ses frères qu'on n'aurait jamais connus s'il n'était pas président. Et on n'aurait jamais entendu parler d'eux si leur frère n'était pas président. Aujourd'hui, ils décident de tout, ils dirigent le pays comme bon leur semble. Et en fait, négativement en plus, ils vont le démolir et ils vont démolir non seulement le pays, mais également la société algérienne. Donc, ces frères, c'est bon. Pour eux, tout est facile. Il y a une petite signature et on lève tel colonel, une petite signature et ils mettent tel général en prison, une petite signature et des journalistes qui dénoncent la corruption se trouvent en prison. Donc la vie est belle pour eux. Mais voilà le résultat, c'est tous ces haragas dont ils sont responsables. Mais Bouteflika Abdelaziz est le premier responsable parce qu'il a conçu le système de cette façon. Il s'est entouré de ses frères pour qu'une fois malade ou même mort, ses frères le protègent. Et ses frères ont encore ramené de jouer le tribalisme ou le clanisme. Ils ont ramené ceux des ex de Oujda, des gens de Tlemcen, du régionalisme, des familles. Et maintenant, ils ont mis tout le monde sous contrôle et ils mènent le pays en bateau vers la catastrophe. Et ils croient qu'en nous menaçant, comme avec le discours Hada, en menaçant la société, qu'il n'y a pas de changement, sauf qu'ils ne vont pas changer, qu'ils ne vont pas, ni les figures, ni les méthodes de gestion, et qu'avec ça, ils peuvent encore, comme ils l'ont réussi dans les années 90, à contrôler tout le mécontentement des années 80. Abdelwahab Zaatari, je reviens à vous dans un moment et je vous demanderai de nous expliquer un peu, partant de cette stratégie de cerner le peuple par tout moyen, de façon à ne rien lui laisser, lui laisser aucune possibilité de s'exprimer, encore moins de revendiquer ou de contester. Je vous demanderai de nous parler de ce qui se passe à l'université dont vous êtes membre. Et je reçois Karim Tabou, que nous avons enfin réussi à joindre. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation et puis bonsoir à tous les invités. Merci Karim. Alors Karim, d'abord, Makri vient de déclarer, Abdelrazak Makri, le président du MSP, qu'il demande au régime de renvoyer les élections présidentielles à une date ultérieure, le temps de pouvoir trouver une solution. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, on s'attendait à ce que le régime le fasse, puisqu'il est à 3 mois et demi du début de la campagne électorale, il n'a toujours rien fait. Et voilà que c'est Abdelrazak Makri qui le fait pour lui. Solution à quoi ? Et puis, moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné si on fait un regard par rétroviseur et en évaluant les prises de position dans les moments les plus importants de l'histoire de ce pays, depuis l'ouverture démocratique, on trouvera que Harakat Hamas, Mokri, était là, et il a assumé des positions qui sont beaucoup plus des offres de services au régime que des prises de position politiques d'un parti. Moi, je me rappelle, j'étais encore plus jeune que je le suis aujourd'hui. Abdelrazak Mokri, 99, à la télévision nationale, il halef Qasam Billah 3 fois devant le peuple algérien en disant que Harakat Hamas, le MSP, ne soutiendra jamais le candidat du régime. Après, il y a eu le communiqué du Hamas qui soutient la candidature de Bouteflika. Donc, et puis je passe sur les cohabitations, sur les positions, la participation de Hamas à toute la gestion du pays depuis 1991. N'oublions pas, ne perdons pas de vue, et je pense qu'il est tout le temps important de le rappeler à l'opinion publique, de le rappeler à la jeune génération, aux militants, à la presse, à nous-mêmes, que certains partis font partie de ce processus par lequel le pouvoir a fabriqué une façade politique, une classe politique, des partis politiques à l'effet de cacher son illégitimité qu'au fait, dans ce pays, il y a eu une élection en 1991
c'est que le peuple a eu, relativement en comparaison avec les autres élections, il y a eu un moment où le peuple algérien a choisi le Front islamique du salut, le Front de libération nationale l'OTAN d'Ahmed et le Front des forces socialistes. Le Hamas a bien participé à cette élection et n'avait obtenu aucun siège. Et ce sont des organisations politiques, il ne faut pas avoir peur de le dire, beaucoup de partis politiques, entre parenthèses, on est en train d'intégrer dans un jeu, on suppose que ces partis sont des partis et que ces partis devraient jouer un rôle. N'oublions pas qu'une grande partie de cette classe politique est une sécrétion de la guerre. Est un produit de la guerre, est un produit de l'assiégement de la société. Mais ces partis politiques font partie de ces dispositifs dans lesquels le pouvoir contrôle la société, ment à la société, détourne la société. Et c'est ce grand mensonge, on a peur de le dire. On ne veut pas clarifier cette situation, même vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis dans la classe politique. On ne veut pas faire ces révisions déchirantes. Elles sont nécessaires, elles sont douloureuses. Elles imposent à nous, à la génération, à notre génération, pour que nous ne soyons pas inscrits dans l'histoire de ce pays comme une génération de lâches, comme une génération qui a trahi ce pays. Nous devons avoir le courage de regarder la réalité en face. Mais comment, Karim Tabou, comment faire face à une telle machine, non seulement de guerre, une armée parmi les plus armées du monde, une police pléthorique qui se compte en centaines de milliers, des gendarmes, des partis politiques maison, des syndicats maison. Et vous avez vu hier le discours de celui qui parle au nom de Bouteflika face à qui? À une administration, des technocrates, des ministres, des walis, des sous-préfets, des gens qui vont très loin dans la proximité de l'Algérien, et un peuple qui est cerné de toutes parts. Comment voulez-vous que dans telles conditions, les Algériens puissent s'organiser? Et s'organiser autour de qui? Ils ne font plus confiance à qui que ce soit, Karim Tabou. C'est vraiment la description du colonialisme. C'est ça la description du colonialisme. Les sources de propagande, la police partout, surveillance à tous les niveaux, les traitements inhumains envers les populations. Et tout ça, c'est du déjà vu au temps colonial. C'est du déjà vécu au temps colonial. Et nous avons eu une expérience extraordinaire qui a marqué l'humanité. Mais aujourd'hui, le colonialisme avec les décors d'un État, avec les décors d'un régime politique, avec les décors d'une classe politique et d'une scène médiatique, d'une scène politique, et on est en train de mentir à nous-mêmes, on est en train de mentir à notre propre histoire. Et si nous ne procédons pas justement par des actes qui devront être des actes, des équivalents de ce qu'on fait pour déclencher la révolution. Je n'appelle pas à la révolution dans le sens classique du terme, mais nécessité de faire des révisions déchirantes, nécessité de faire des ruptures, nécessité de se tourner vers la société. Nous avons une classe politique qui a un problème de vision, de fonctionnement. Je ne veux pas faire porter la responsabilité à la seule classe politique. Vous pensez vraiment, Karim Tabou, que nous avons une classe politique? Justement, c'est-à-dire que nous, dans nos débats, dans nos réunions, dans nos consultations et dans toutes les initiatives qu'on a connues depuis des années, c'est comme si on n'a pas envie, on a peur, on est dans des conditionnements mentaux, on est dans des logiques d'affaiblissement, de précarité, telles que aborder les vraies questions de la classe politique. Comment faire sortir de cette situation des hommes et des femmes qui soient capables de défier cette situation, de porter les espoirs de la population. Malheureusement, force est de constater que cette classe politique a montré ses limites. Cette classe politique qui est incluse dans le grand jeu du pouvoir se suffit aujourd'hui d'émettre des avis quand tu vois dans une situation qualifiant telle qu'elle se présente à nous, qui est une situation difficile de crise. Je vois un parti politique demander
ou à l'Assemblée nationale la mise en place d'une commission d'enquête sur le choléra. Je vois un parti politique qui fait un communiqué qui soutient les techniciens d'Algérie. Je vois les partis politiques qui trouvent de l'intérêt à considérer que la question essentielle, c'est le wirasat an-nisa, qui نقسموا بين النساء والرجال, alors que dans ce pays, on reconnaît l'insan et le rjal. Restez avec nous, Karim Tabou. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Je reviens à Sofiane Gilali. Sofiane Gilali, il y a quelques jours, très récemment, vous avez émis un communiqué dans lequel vous demandez à l'armée d'intervenir pour sauver le pays. Moi, la question que je suis tenté de vous poser est, est-ce que vous ne savez pas que c'est l'armée qui tient la réalité du pouvoir, que c'est l'armée qui protège le clan Bouteflika, que sans elle, le frère de Bouteflika n'aurait pas pu s'imposer, que l'armée décide de tout tant qu'elle a des hommes liges qu'elle présente en façade. Comment une armée qui est à l'origine de cette situation pourrait-elle lutter contre elle-même? C'est Benchenouf, j'imagine que vous aviez lu attentivement le communiqué. Non, malheureusement, je ne l'ai pas lu attentivement pour être franc avec vous. Pardon? Je vous en prie. Oui. Je n'appelle pas du tout l'armée à prendre le pouvoir. Je ne fais aucune concession et je l'ai très bien précisé sur le communiqué que l'armée était responsable de la situation actuelle. C'est elle qui a fait venir Bouteflika, c'est elle qui lui a donné les clés de la République et c'est elle qui l'a protégé jusqu'à présent. Simplement, maintenant, nous sommes devant une situation gravissime pour le pays. Il n'y a plus d'institutions fonctionnelles, il n'y a pas de parti politique pour de multiples raisons. Il ne peut pas y avoir de classe politique qui est prise sur la population aussi pour de multiples raisons. Or, il n'y a plus que la seule institution encore debout qui peut influencer la situation. Or, comme vous le disiez dans votre introduction, habituellement, c'est le régime, pour ne pas dire l'armée, qui décide des décisions stratégiques. La position que nous avions voulu exprimer à travers le communiqué était de responsabiliser l'armée par rapport à ce qui se passe, de lui faire endosser la catastrophe qui nous attend et de lui proposer d'aider à une transition démocratique car elle a les clés et les cartes entre les mains. Si maintenant vous pensez qu'en faisant un appel nous avons perdu le son. Monsieur Gilali? Oui, allez-y, poursuivez. Oui, on ne peut pas créer une démocratie simplement à partir de principes aussi généreux soient-ils. Il y a une Sofiane Gilali, il y a un souci dans le son, je vous laisse entre les mains de la régie, je reviens vers vous dans un moment. Abdou Abzatri? Oui. Abdou Abzatri. Alors, oui, nous parlions tout à l'heure de ces méthodes, de cette machine instrumentée par le régime pour cerner le peuple, pour le diviser, pour le monter les uns contre les autres, pour ne lui permettre aucune contestation possible. Et ça va très loin dans la société civile, jusqu'à l'université. Alors, parlez-nous un peu de la situation de l'université en termes de société civile, d'élite, d'avant-garde, ou censée être une avant-garde de cette société et qui est totalement absente. Oui, les universités sont soumises aux mêmes règles que toutes les institutions privées ou d'État ou étatiques. L'élément fondamental à comprendre, c'est que nous sommes dans un régime de la terreur et d'une terreur supérieure à la terreur du colonialisme, parce qu'avec le colonialisme, il y avait une séparation des sociétés. Donc, à l'extérieur, le colon a un contrôle sur vous, mais dans votre groupe, vous étiez incontrôlable. Vous avez une certaine marge de liberté. Avec ce régime, vous n'avez plus cette marge de manœuvre, vous êtes sous contrôle, sous observation, à grande échelle ou à petite échelle, ou à échelle locale. Mais pourquoi, Abdou Abzatri, pourquoi les universitaires sont-ils aussi absents? Est-ce parce qu'ils ont peur? Est-ce parce qu'ils n'ont pas le niveau requis? Est-ce que parce qu'ils s'occupent de leurs petites affaires? Pourquoi ne s'impliquent-ils pas dans la vie de leur société?
il y a deux choses justement que vous venez de citer. La première chose, c'est que les enseignants qui sont vraiment compétents, qui sont honnêtes, qui sont capables de construire et de relever des défis, ils sont isolés parce qu'ils sont critiques, ils voient que ça marche mal et ils n'osent pas se taire. Et donc, comment on fait? On les isole, on leur coupe toutes les vivres et on les pousse vers la porte de sortie. Donc, ils sont priés de s'en aller. Ou vers l'exil, encore Ou vers mieux. l'exil, bien sûr, préférentiellement vers l'exil, parfois vers la dépression nerveuse. Beaucoup de talentueux professeurs sont malades, sont démoralisés. Beaucoup se taisent, ne disent plus rien. Parce qu'aussi, dans votre environnement, vous n'êtes pas secouru par vos propres collègues. C'est la peur. Les gens ont peur et on encourage, par contre, on encourage les incompétents, ceux qui réussissent pas par le trafic, ceux qui s'intéressent au business. Donc les postes de responsabilité, 9 fois sur 10, on les octroie à ces petits vicieux qui profitent de faire des relations par le biais des parents d'étudiants, par les marchés de l'université et tout ça. Donc, il y a vraiment une situation catastrophique. Les gens... Et la peur, Abdouhab Zatri. Est-ce que les universitaires ont peur? Ils ont très très peur, c'est une peur bleue, c'est la bleuite. Je vous jure que j'ai vu des enseignants d'un certain âge et qui avaient la capacité d'être ministre, trembler, vraiment trembler, physiquement trembler et aller pratiquement vers la dépression pour si peu de choses parce qu'on leur demande par exemple de participer à un texte pour dénoncer des dysfonctionnements dans une université. On n'a pas tout doucement, comme quoi on n'a pas Internet, les salles sont mal éclairées ou des choses comme ça. Je vous jure que ça tremble. Et ce n'est pas des peureux, hein. S'ils tremblent, c'est qu'ils savent qu'est-ce qui peut les attendre. Les menaces, même les recteurs, ils peuvent avoir des hommes qu'ils envoient pour terroriser, les menacer et leur sortir des vieux dossiers si jamais. C'est pire que la Stasi ou le KGB, je vous jure. C'est ce qui explique que les gens aujourd'hui, au lieu et puis vous vous retrouvez tout seul face à ces problèmes. Il n'y a pas de solidarité parce que celui qui se solidarise avec vous, il risque d'avoir plus de problèmes que vous. Donc, c'est un démantèlement organisé et les gens qu'on choisit pour les postes dans les hautes institutions, ils sont choisis parce que c'est des champions dans les manœuvres de déstabilisation des hommes, des groupes socio-professionnels. Donc, c'est un système je vais vous citer l'exemple de Ahmed Ghazali. C'est quelqu'un qui est conscient de tout, qui a voyagé tout et qui vous dit Goumi, c'est un système avec qui a des années 90. Donc c'est des choix volontaires. Les gens, au lieu de dire la vérité et critiquer pour construire, ils disent que je n'ai rien à gagner, je vais avoir des problèmes. Je préfère obtenir un logement, un stage à l'étranger, une conférence pour aller me balader en Turquie ou le Marfouine. C'est la mentalité qui existe et c'est ce qui explique pourquoi beaucoup de gens disent que l'élite, ça doit être l'université, mais on n'entend pas l'université sans voix. Elle n'a pas de voix, elle n'a pas d'opinion. Vous m'écoutez? Restez avec nous, Abdouhab Zatri. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je reviens à Soufiane Djilali, puis je donnerai le mot de la fin à Karim Tabou. Soufiane Djilali, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. S'il vous plaît, c'est un point extrêmement important pour comprendre et même pour comment s'opposer à ce régime et comment faire évoluer le pays. Maintenant, vous avez la possibilité de faire une révolution par la force. C'est ce qu'avait tenté de faire le fils en 91 et on voit où c'est que ça nous a mené. La deuxième possibilité est de faire évoluer le système. Pardon, Soufiane Djilali, pardon, je me dois de vous interrompre parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Le fils a été acculé à la violence. Il n'a pas opté pour la violence. Il est allé vers les élections. Je n'ai pas parlé de violence. J'ai parlé d'un processus révolutionnaire. D'accord. Il y a un souci. Probablement à votre niveau, votre micro ne doit pas bien fonctionner. Je pense que c'est plus Internet. D'accord, allez-y. Oui, on vous écoute. Oui. Donc, soit... Il y a un souci de connexion, probablement.
Restez avec nous, j'essaierai de revenir vers vous vers la fin. Karim Tabou, la situation étant ce qu'elle est, de toutes les façons, et la situation est d'une extrême gravité, et je ne comprends pas personnellement comment les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont vraiment au bord du précipice, comme disait un certain monsieur, et que nous nous apprêtons à faire un pas en avant. Qu'est-ce que vous préconisez, Karim Tabou? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que les gens nous demandent de leur donner des solutions ou des pistes, parce qu'ils en ont marre d'entendre les gens constater les dégâts. Karim Tabou, d'après vous, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter le pire? Si on procédait par une logique comparative, de comparaison, on va trouver, contrairement à cette proclamation de partis politiques qui disent que le rapport de force est en faveur du pouvoir et que le pouvoir est présent partout et que le pouvoir contrôle la situation, etc. Je ne suis pas d'accord avec cette manière d'évaluer. Je pense que si on fait une logique de comparaison, le pouvoir tente tout pour se régénérer, tente tout pour se renouveler, tente tout pour se renforcer. Il n'arrive plus, il est à bout de souffle. Il est à bout de souffle dans un pays où le pouvoir dispose de tout et il ne trouve pas quoi faire que de mettre Hamidou Yahya Premier ministre ou la Silla le Premier ministre et on envisage un 5e mandat avec une logique institutionnelle complètement en déphasage avec la réalité du pays. C'est un pouvoir qui n'a pas de ressources. Ce qui est en face de cette situation, c'est la société qui recèle un potentiel énorme, mais qui n'arrive pas à se rendre visible. Vous voyez très bien que là où il y a un potentiel, il n'arrive pas à se rendre visible, et là où il n'y a pas de potentiel, il y a un vacarme, il y a un bruit énorme. Ce qu'il va falloir chercher dans la société, c'est de trouver des mécanismes par lesquels le peu d'hommes politiques, je ne parle pas de la classe politique, c'est tout simplement s'investir dans ce potentiel, il est énorme. Les jeunes Algériens, aujourd'hui, tout ce qu'a fait le pouvoir, comme tentative de corruption, comme distribution de l'argent, mais les Algériens, les jeunes notamment, ils sont sur la toile, ils sont sur Facebook, ils sont dans les stades, ils sont à l'université, ils sont partout, ils contestent ce pouvoir. Malheureusement, la classe politique est tenue dans des fonctionnements archaïques. Ils sont là à attendre l'exécution d'un calendrier électoral. Ils sont là à réagir aux événements du pouvoir et ils ne veulent pas se tracer un sillon qui est tout simplement le sillon démocratique et s'engager sur le long terme, parce que le plus important n'étant pas de tenter de faire quelque chose pour l'élection de 2019 ou quelques temps avant ou quelques temps après. Je pense que la classe politique devra s'investir, le peu de gens qui croient à cette population, qui croient en les ressorts de la population, en ce potentiel qu'il y a dans la population, c'est de s'investir en accomplissant des actes concrets par lesquels le citoyen va redonner confiance, va s'investir, va mandater, va donner des mandatements politiques. Et à ce moment-là, je pense qu'il est possible d'envisager l'avenir avec beaucoup de courage. Merci Karim Tabou. Je reviens à Sofiane Djilali. Sofiane Djilali, est-ce que Sofiane Djilali nous entend, nous écoute? Il y a encore un problème. Je reviens rapidement à Abdelwahab Zaatri et puis je reviens à Sofiane Djilali en espérant que le problème sera réglé. Abdelwahab Zaatri? Oui. Abdelwahab Zaatri, en moins d'une minute, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est la solidarité, il faut dégager, il faut que la société parvienne rapidement à dégager des représentants, des hommes honnêtes, des hommes compétents, des hommes qui ne sont pas des faux comme Mokri et d'autres. Ils doivent aller affronter le système en place, aller à la rencontre des frères Bouteflika, du Gaïd Saleh et lui dire qu'est-ce qu'ils veulent. Veulent-ils détruire l'Algérie ou bien veulent-ils négocier pour qu'on s'en sorte tous ensemble? Merci Abdelwahab Zaatri. Je reviens à Sofiane Djilali. Il reste moins de 2 minutes. Sofiane Djilali, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire?
Oui, malheureusement, il fallait que j'explique, mais je ne sais pas si j'aurai le temps suffisant. Soit on fait une révolution avec une rupture de paradigme, comme cela a été tenté, soit... Jean, on vous entend, Soufiane Gilali. On vous entend, Soufiane Gilali. Il y a un souci, on vous entend, Soufiane Gilali. D'accord. Alors, soit on fait avec ce qu'on a. Malheureusement, actuellement, une très grande partie de la population n'est pas mobilisable pour plusieurs raisons. L'élite algérienne est complètement neutralisée, ce que vient d'expliquer très bien César Atri. L'université a été mise hors champ. Or, en face de quelques opposants, qu'est-ce que nous avons? Une très grosse machine administrative, militaire, policière, politique. Or, s'il n'y a pas d'évolution à l'intérieur du régime vers une issue raisonnable, on ne s'en sortira pas. Nous espérons tout de même qu'il y ait des patriotes à l'intérieur de non pas de ce pouvoir, mais de cette administration, de cet État. Et c'est vers eux que nos appels se dirigent. Et je suis obligé de vous interrompre, Soufiane Gilali. Je suis désolé, je suis obligé. Nous allons juste montrer une caricature de Haïnouch et je vous dis au revoir et merci à mes invités. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Une caricature de Haïnouch.